Alors maintenant, nous allons aborder une autre pathologie, le glaucome, qui est une affection importante en termes de fréquence et qui est également une affection cécitante. Christophe Baudouin, donc chef de service à l'hôpital des 15-20, professeur Christophe Baudouin, va nous présenter les nouvelles chirurgies mini-invasives du glaucome. Christophe. Merci. Merci beaucoup. Alors, le glaucome, effectivement, est l'opposé d'une maladie rare, 2 à 3% de la population, 1,5 million de personnes traitées pour glaucome en France. Mais c'est également une maladie importante et intéressante dans la mesure où c'est une double maladie dégénérative. C'est une dégénérescence du trabéculum, du filtre d'évacuation qui permet à l'humeur aqueuse de s'évacuer, donc de réguler la pression oculaire. Et c'est la conséquence de l'augmentation de la pression oculaire est une deuxième dégénérescence neuronale qui se produit au niveau du nerf optique, le point faible lorsqu'il y a une pression oculaire augmentée, dont la conséquence sera la destruction progressive de la vision en partant de la périphérie vers le centre, aboutissant à une cécité totale, irréversible, bilatérale, si elle n'est pas traitée à temps. Heureusement, on a réussi à développer des traitements efficaces qui ne se portent malheureusement pas encore sur le nerf optique, mais qui se portent sur la pression oculaire, seul traitement validé depuis des décennies pour bloquer la dégénérescence neuronale. Alors, on peut le faire de différentes manières, des médicaments, des pesticides, on peut utiliser des lasers pour baisser la pression oculaire, et puis on arrive à de la chirurgie. Une chirurgie qui est avant tout une chirurgie d'évacuation, c'est-à-dire on va recréer une évacuation vers l'extérieur, surtout lorsque l'œil va devenir mal toléré, enfin tolérant mal les traitements, des traitements devenant de moins en moins efficaces. Et voilà quelques exemples des effets que les traitements médicaux peuvent conduire, avec comme conséquence une nécessité d'utiliser une autre technique qui va essayer d'abaisser la pression oculaire. Sauf que ces yeux sont tellement abîmés que ces chirurgies sont des chirurgies à problème. Alors la trabéculectomie, ablation du trabéculum par une voie externe, sous un volet scléral pour réguler la pression et créer des effets de volet de régulation en cas de surpression. Elle a beaucoup évolué, c'est la technique de référence, elle a beaucoup évolué. Elle consiste à réaliser des orifices plus petits, mieux calibrés, dont les effets pressionnels seront mieux contrôlés pour éviter les complications que l'on imagine assez bien. Si on fait un grand trou et qu'on a une tension très basse et que le patient va se moucher, il va faire exploser son œil. Et à l'inverse, si on fait une évacuation qui n'est pas efficace, ça ne servira à rien, le nerf optique continuera à se détruire. Alors, entre Caride et Scylla, il faut choisir, et c'est donc toute la subtilité de l'évolution thérapeutique, chirurgicale au fil des années. Même si cette technique de la trabéculectomie reste la chirurgie de référence, elle a des complications, et même une chirurgie parfaite peut laisser le lendemain accès à des ennuis, dont certains sont graves, dont certains peuvent aboutir à la perte de l'œil. Je ne vais pas vous les détailler, mais croyez-moi, c'est loin d'être un fleuve tranquille. Les bulles d'évacuation, les zones par lesquelles les évacuent sont également une série de problèmes. Un problème très important, pas assez de cicatrisation, surtout trop de cicatrisation. Trop de cicatrisation d'une chirurgie d'évacuation, ça veut dire son échec, et ça veut dire une pression qui remonte, et on repart par la suite. Et c'est ainsi que le patient, duquel la vision s'échappe progressivement. Alors, depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de sociétés, de chirurgiens se sont penchés sur les améliorations techniques pour essayer d'obtenir des compromis avec un ensemble dénommé MIX pour chirurgie du glaucome mini-invasive. Et aujourd'hui, on a une efflorescence d'une multitude de différentes techniques que je ne vais pas aborder toutes dans le détail, mais qui sont en train d'évoluer progressivement, de donner des options thérapeutiques de plus en plus importantes, de plus en plus riches, ce qui veut dire de plus en plus compliquées, en sachant que le ménage va probablement se faire. Déjà, certaines techniques, on l'a vu dans beaucoup de domaines, peu de temps après leur arrivée, sont déjà reparties en raison d'ennui. Et il est évidemment important d'essayer de s'y retrouver dans ces différents cheminements chirurgicaux. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous les donner tous en détail. Il y a les chirurgies dites ab interno, par l'intérieur de l'œil, vers l'extérieur, les chirurgies ab externo. Certaines se font par des chirurgies d'évacuation, par des nouvelles voies thérapeutiques, des nouvelles voies d'évacuation, d'autres en utilisant les voies naturelles.
Alors, les chirurgies mini-invasives sans l'évacuation extérieure, celles qui sont peut-être la vraie révolution puisqu'elles viennent remplir un espace qui n'est pas fourni par la trabéculectomie dont je parle. L'idée, c'est que le canal d'évacuation, dont la paroi est constituée par le trabéculum, devient de plus en plus imperméable. L'eau n'arrive pas à s'évacuer dans le canal. Ce trabéculum devenant de plus en plus épais et de plus en plus imperméable, eh bien, il y a des types de chirurgie qui permettent de l'ouvrir. Alors, on peut l'ouvrir par des stents, ça existe dans l'œil, par des ouvertures chirurgicales, par des lasers, et on peut permettre d'avoir une meilleure évacuation. Grand avantage, l'évacuation par le canal naturel est une évacuation physiologique. Il ne peut pas entraîner de chute de tension brutale et dangereuse. Inconvénient, améliorer l'efficacité du canal, d'un canal qui ne fonctionne pas bien, ne peut pas donner une efficacité à 100% et évidemment à des limites. Mais dans la recherche du compromis bénéfice-risque, c'est une chirurgie qui a vraiment sa place. Alors, on partait d'une technique, on en a beaucoup maintenant. Je ne donnerai que quelques détails sur une et demie, mais une a une prise en charge spécifique par l'assurance maladie, c'est donc important. C'est la mise en place de stents qui vont être beaucoup plus détaillés un petit peu plus loin par le docteur Pascal Rodeau, et dont je vous montre ici l'approche. Par des systèmes de visualisation, on arrive à accéder au fameux trabéculum, le voir. Le trabéculum, ce n'est pas bien grand, 300 microns de large, 30 microns d'épaisseur. Et on peut le traverser, mettre en place cette espèce de stent initialement, parce que ça avait un peu la forme d'un tube, d'un microtube. Aujourd'hui, c'est plutôt la forme d'un diabolo. Mais la notion de stent est restée, même si elle n'est plus tout à fait appropriée. Voilà. Le petit reflux de sang traduit par définition le bon positionnement, et après lavage, on voit les deux stents au fond du trabéculum. 250 microns introduits dans un canal de 300 microns. Ouais. Reproductivité des résultats intéressants, une geste régulière, pas énorme, mais régulière, reproductible, ce qui donne un grand intérêt à une technique qui, par ailleurs, ne crée pas de sur-risque. Donc, une chirurgie qui aujourd'hui est associée à la chirurgie de la cataracte, ça va vous être exposé, qui pourrait évidemment devenir accessible à une chirurgie indépendante, par exemple, chez les gens déjà opérés de la cataracte. Vous avez peut-être déjà entendu parler du laser excimer. Le laser excimer est largement utilisé en chirurgie réfractive, parce que sa longueur, donc son temps de délivrance qui est de l'ordre de la picoseconde, permet d'avoir une rupture des jonctions intermoléculaires qui permet de modifier la matière en modifiant les tissus. Alors, on l'utilise pour la cornée, évidemment, largement depuis de très nombreuses années, mais on peut aussi l'utiliser pour faire les ouvertures de ce fameux trabéculum. Alors, l'avantage par rapport au stent, c'est qu'au lieu de mettre 2 stents, on peut faire 10 ouvertures avec ce type de système et avec des résultats dont je dois dire que je suis assez satisfait. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne, mais le trabéculum est toujours aussi petit, évidemment, ça n'a pas changé. Différentes techniques ont été développées, d'autres vont essayer de glisser des dispositifs dans un espace qu'on appelle suprachoroïde, entre la sphère et la choroïde, une zone qui a toujours terrorisé les chirurgiens oculaires, chirurgiens ophtalmologiques, parce que c'est une zone qui est très connue pour ses hémorragies brutales et massives avec perte définitive de l'œil. Et pourtant, on sait l'aborder avec une certaine crainte, mais finalement, on peut apprivoiser cette voie. Le souci, c'est que, si je vous montre cet exemple, c'est un cas d'école, c'est évidemment pas pour le promouvoir, parce que son développement a été supprimé. Ce que je veux expliquer, c'est que les résultats à 2 ans étaient excellents. Les résultats à 3 ans étaient pas mal, peu importe le graphe. Mais les résultats à 5 ans ont montré une perte des cellules endothéliales de la cornée qui était inacceptable. 30% des patients perdaient un tiers de leurs cellules, ce qui pouvait entraîner des édèmes de cornée. On va vous parler tout à l'heure de l'avenir de la chirurgie de la cornée et de la greffe des cornées. Eh bien, on ne peut pas se permettre de perdre des cellules cornéennes. Ce que je voulais montrer dans cet exemple, c'est que des telles techniques superbes avec des résultats moyen terme assez prometteurs peuvent finir par être des catastrophes lorsqu'on attend un petit peu. Rapidement, 2 autres chirurgies mini-invasives, mais pas si mini que ça. L'une à l'interno, on va introduire un dispositif qui va traverser la sclère par l'intérieur pour aller distribuer un microtube. Alors, microtube 45 microns de diamètre intérieur. Ça, vous voyez aussi à peu près nos échelles. On va l'introduire à travers cette aiguille de l'intérieur vers l'extérieur
avec comme avantage de pouvoir évacuer l'humeur aqueuse dans l'espace sous-conjonctival d'une manière aussi peu invasive que possible. C'est donc une technique qui est intéressante, mais qui expose, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux complications de la chirurgie d'évacuation externe, c'est-à-dire une chirurgie qui peut se fibroser, qui peut cicatriser ou qui peut fonctionner de manière excessive avec des risques d'hémorragie, d'hypotonie, voire de perte de l'eau. Voilà le microtube de face sous la conjonctive qui va créer un espace aqueux. Et voilà en imagerie l'humeur aqueuse qui remplit cet espace sous-conjonctif. Le dernier des candidats à ces microchirurgies, c'est un autre type de tube dans un autre type de matériau. Ce n'est pas du collagène, c'est un matériau artificiel qui, lui, va être mis de manière externe. Alors, je profite pour vous montrer que nous faisons une chirurgie en 3 dimensions sur écran de réalité augmentée. En tout cas, c'est devenu ma pratique de routine depuis presque 2 ans. Donc, je vous montre rapidement, j'ai encore une minute ou deux, j'ai presque fini. 4 minutes. Oui. Mais comme il y aura la discussion, je ne vais pas trop manger mon temps. Je vous montre un petit peu rapidement en quoi faire possible. On va ouvrir la conjonctive et dégager les espaces par lesquels l'humeur aqueuse sera censée s'évacuer. Appliquer des antimétaboliques pour lutter contre la fibrose, c'est vraiment notre ennemi. Je fais un petit peu de tour et je vais vous montrer le plus intéressant et la mise en place de ces antimétaboliques. Et on va repérer une zone dans laquelle on va créer un microtunnel. Dans lequel on va glisser une aiguille. Le but étant de faire l'orifice le plus fin possible pour éviter les affaissements questionnels de la dangerosité. Donc, je vais lui poser la question. On traverse et on va à la place glisser ce microtube dans le canal qui a été créé. Voilà, et on le glisse. Alors, la loi de Poiseuille indiquant que le débit de sortie est proportionnel non seulement au diamètre antérieur du canal, mais également à la longueur. Tout a été organisé et programmé de manière à avoir un débit constant qui soit aussi faible que possible pour réguler la pression artérielle et éviter. Voilà, vous avez compris le principe, on reçoit notre objectif. Alors, on a des panoramas très compliqués maintenant, puisqu'on a la chirurgie de la cataracte ou du glaucome qui sera traitée par le docteur Rousseau. Il y a la chirurgie isolée, qui peut rester une chirurgie d'évacuation vers l'extérieur, qui peut être aussi une chirurgie trabéculaire. On a également quelques actes chirurgicaux plus complexes et des cas encore plus difficiles. Et je voudrais juste vous montrer une dernière chose. C'est quand la chirurgie rejoint le médicamenteux. Je vous montre juste. Et je vais juste vous montrer une dernière vidéo. C'est celle-ci. Le futur sera d'utiliser ces fameux stents dont je vous parlais, peut-être comme, non pas comme acide d'évacuation, mais comme réservoir de médicaments. On va retrouver une gestuelle qui est assez proche de celle que j'ai montrée tout à l'heure sur les stents. Alors, on reste bien dans un environnement chirurgical. On va introduire cet applicateur. On a quelque chose qui est plus gros que les stents de tout à l'heure. On va l'implanter dans le trabéculum, relâcher le guide, on s'en va. Et ce stent, qui n'en est pas un, pour le coup, est un véritable réservoir de médicaments qui va contenir un médicament qui fait baisser la pression et dont les premiers résultats montrent qu'il va être efficace pendant environ 6 mois, 6 à 8 mois,
et avec peut-être la possibilité de réimplanter. Il y a déjà eu des essais de réimplantation qui sont plutôt avantageux. Voilà un peu un panorama de l'inventivité chirurgicale dans le domaine du glaucome. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Les traitements du glaucome subissent également une révolution, hein, comme beaucoup d'autres pathologies dans le domaine. Alors, je crois que Pascal voulait te poser une question. Oui, une question. Je fais Monsieur Loyal. Hein. Donc, on voit différentes techniques. On parle actuellement de beaucoup de personnalisation de la médecine et donc vraisemblablement de l'ophtalmologie. Est-ce qu'à partir d'une évolution de progrès dans le bilan, vous seriez à même de sélectionner une technique plutôt qu'une autre parmi toutes celles que vous nous avez présentées? Peut-être y en a-t-il d'autres? Est-ce qu'il y a des éléments morphologiques dont on pourrait attendre un progrès qui permettrait d'aller dans ce sens? Alors, absolument. Jusqu'à il y a peu, jusqu'à quelques années, on avait le choix entre le médical avec le laser ou le chirurgical qui n'était que la chirurgie d'évacuation. Ces chirurgies trabéculaires s'inscrivent exactement entre les deux et donc vont pouvoir permettre de répondre aux besoins des patients pour lesquels le médico-physique ne suffit pas, ou dans une chirurgie de la cataracte qui isolément peut avoir des professionnels ne suffirait pas. On a envie de faire quelque chose de plus, donc on sent que le patient a besoin de quelque chose de plus, mais les risques de cette fameuse chirurgie d'évacuation sont trop importants et on ne veut pas les effectuer. Donc là, on a un grand espace qui s'est ouvert, alors à l'intérieur duquel il y a différentes techniques et le ménage se fera probablement progressivement. Quant aux chirurgies d'évacuation, puisque aujourd'hui on en a 4 différentes, les 4 ont un intérêt, il y a des arguments dans un sens, dans d'autres sens, mais on est bien dans la personnalisation. C'est un enrichissement, ce n'est pas une confusion, même si peut-être aux yeux de certains, ça a l'air d'être bien compliqué de faire son ménage là-dedans. Merci. Une question qui nous vient de notre collègue brésilien Hudson. Oui, nous avons un collègue au Brésil, Hudson Nakamura, que je salue d'ailleurs, et qui suit toutes les semaines les séances et qui a une question à poser du Brésil. Oui, Hudson, il parle français. Oui, merci beaucoup. Excellente séance. Moi, je parle comme un spécialiste rétine. Maintenant, nous avons beaucoup d'options pour le traitement du glaucome. J'ai un grand ami, Ike Ahmed, du Canada. Nous avons fait un cours de glaucome là-bas aussi, ainsi que de la rétine. Et maintenant, je pense que l'option sont beaucoup mieux parce que nous avons les stents, mais c'est un peu cher pour faire ça ici au Brésil. Quelquefois, il faut faire la trabéculectomie, les chirurgies filtrantes, parce que je vais raconter sur un cas. J'ai eu une occlusion vasculaire d'un patient et après 5 jours, nous avons eu le glaucome de 5 jours. Ce cas, il fallait traiter avec la trabéculectomie, par exemple. Mais c'est très intéressant parce que nous avons ici l'option de faire la chirurgie endocyclofotocoagulation laser. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce cas-là, parce que la endocyclofotocoagulation est un traitement très, très important aussi, ainsi que la trabéculectomie. On te répond. Absolument, très rapidement. Première, très bonne remarque, le prix, le coût est indiscutablement un souci. C'est pour ça que la trabéculectomie, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, reste une technique extrêmement importante et les autres techniques ne l'ont pas rendue ni obsolète ni inadéquate. Les coûts sont quand même en train d'être surmontés puisque en France, en tout cas, nous avons 2 dispositifs médicaux qui sont pris en charge par l'assurance maladie parce que les autorités ont quand même considéré qu'il y avait un avantage. Donc, il y a malgré tout des choses qui bougent. Et l'endocyclophotocoagulation, je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas voulu évoquer les chirurgies d'ablation de la sécrétion. J'ai parlé des chirurgies d'évacuation. Les chirurgies d'ablation sont des chirurgies destructrices. Alors, l'endocyclophotocoagulation, j'en ai fait quelques cas, c'est très, très élégant comme technique, par voie endoscopique, par voie interne, mais on ne peut pas détruire, c'est un peu comme les guerres, on ne peut pas détruire une partie de l'œil tout en étant mini-invasif, en étant gentil. Il n'y a pas de destruction gentille à mes yeux. Il y a des dégâts collatéraux. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur.